Que révèle l'incendie de Notre-Dame? Même si on n'a pas trouvé le ou les coupables, on a déjà les responsables. Et cet incendie est révélateur d'une multitude de dysfonctionnements. Mais aussi des profiteurs de sinistres, parce qu'au train où vont les choses, Notre-Dame risque de s'appeler bientôt Notre-Dame des arrivistes. Après 9 mois d'enquête, la police n'est toujours pas en mesure de dire ce qui s'est passé lors de l'incendie du 15 avril 2019. Là, on mesure l'abandon au carré du monument. Non seulement les mesures de sauvegarde n'ont pas été prises, mais la surveillance laissait aussi à désirer. Depuis des années, le patrimoine, qui n'est jamais assuré par l'État, n'est même plus entretenu, il est simplement toiletté. Donc la fatalité si rapidement invoquée après le drame a bon dos. Je vais citer des faits publiés. Les références sont sur mon blog, parce qu'ils alourdiraient trop mon exposé. Je suis historienne de l'art avec une formation de médiéviste, même si ensuite je me suis spécialisée dans l'étude de l'art dit contemporain, officiel et financier. J'ai donc l'habitude d'analyser les politiques culturelles, les flux financiers et les discours légitimateurs. Et là, dans l'affaire Notre-Dame, si l'on croise ensemble des faits patents, beaucoup de choses s'éclairent. Le Canard enchaîné a révélé que les éventuels mégots ou dysfonctionnements électriques ne sont pas les vrais problèmes. Au printemps 2018, les fonctionnaires ordonnaient aux prestataires de sécurité de ne pas répondre aux salariés du diocèse qui voulaient connaître l'emplacement des détecteurs de fumée, interdisant aux équipes de la cathédrale d'organiser des rondes dans la toiture après le départ des ouvriers. Encore plus fou, l'après-midi du drame, la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, a défendu de relever l'employé en poste depuis 7h30 du matin par un collègue compétent. Motif, ce salarié compétent serait trop lié au diocèse. Donc si c'est un accident, moi je veux bien, mais il survient après une incurie récurrente qui vaut préméditation et l'État en porte la responsabilité première. D'autant que l'hebdomadaire Marianne a exposé que dès 2016, sous François Hollande, un rapport du CNRS alertait le gouvernement sur l'état désastreux de la sécurité de la cathédrale. Que fit le gouvernement Valls? Il classa le rapport confidentiel défense sans plus. Madame Azoulay était ministre de la Culture, ce qui peut aujourd'hui, on le verra, avoir son importance. Rendons à César ce qui lui revient. César, donc Emmanuel Macron, déclara vouloir reconstruire en 5 ans, donc pour 2024, date des Jeux Olympiques. César est dans la pensée magique. En juin 2020, l'édifice n'est toujours pas sauvé et peut encore s'écrouler. Pourquoi dire reconstruire avant tout effondrement? Restaurer serait le mot juste. S'agit-il d'une impropriété de langage ou un aveu subliminal? Je vais vous donner des éléments, vous vous forgerez une opinion. César, donc, appelle comme maître d'œuvre, non un architecte ou un historien, mais un général, le général Georgelin. Devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, le 13 novembre 2019, ce dernier incendie, il n'y a pas d'autre mot, Philippe de Villeneuve, dont le grand tort est de demander une restauration du monument à l'identique. Quant à l'architecte en chef, je lui ai expliqué qu'il ferme sa gueule et que nous avancions en sagesse. Sic. Selon le Canard enchaîné, le général Georgelin aurait réclamé, en plus de sa retraite, de cumuler un revenu de 14 000 € par mois pour s'occuper du chantier. Alors l'intéressé a farouchement nié, mais après les récentes dénégations d'un ministre, M. Delvoye, sur ces cumuls de fonctions, le citoyen est dubitatif. Notre-Dame n'est pas perdue pour tout le monde, même les Chinois s'y intéressent et leur expertise a été acceptée en novembre. Bravo, merci, mais autant dire que notre expertise est en berne. Plus inquiétant, César, donc M. Macron, dans son allocution télévisée, note que chacun a donné ce qu'il avait devant le brasier. Les écrivains ont rêvé. Le seul artiste qui rêva devant les incendies est Néron, qui tira profit de la destruction de Rome pour construire sa mégalomane maison dorée, qui d'ailleurs précipita sa chute. L'histoire va-t-elle se répéter? Parce que notre César en profite aussi. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Plus belle encore. Là, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer. Traduction, on va la moderniser. D'où illico, un grand concours international pour reconstruire la flèche,
victime après le feu du fameux grand geste architectural, qui est on peut traduire en 9 langues, si vous voulez, par « ôte-toi de là que je m'y mette ». Alors je ne devrais pas plaisanter parce que est à l'affût un projet de refonte globale de l'île de la Cité, présenté au président Hollande en 2016 par le rapport Perrot et Bellaval. Monsieur Bellaval est le président du Centre des Monuments Nationaux. Monsieur Perrot est l'architecte de la bibliothèque Mitterrand. Donc un gouffre financier, une originalité qui confine à l'ineptie, avec des tours en verre pour stocker des livres exposés au soleil, des incidents en série, des ouvrages contaminés par de la poussière d'amiante, etc. Monsieur Perrot est aussi l'architecte en charge du village olympique de Paris 2024. Ce rapport donc s'attaquait au vrai problème de Notre-Dame. Alors, quel est le vrai problème de Notre-Dame? Ce n'est pas sa décrépitude avant l'incendie, non, ce sont les 13 à 14 millions de touristes qui ne seraient pas bien accueillis. Ça c'est grave. Traduction, il y a une manne financière insuffisamment exploitée et qui ne retombe pas dans les bonnes poches. D'où 35 propositions et un projet révolutionnaire. Au-dessus de la crypte archéologique, une gigantesque dalle transparente à la place du parvis de Notre-Dame, avec débarcadères, plateformes flottantes, piscines, cafés, restaurants, salles de concert. Après Disneyland, bienvenue à Notre-Dame-Land. L'hôtel Dieu part. Les policiers du quai des Orfèvres ont déménagé. L'île de la Cité est vidée pour devenir un juteux centre touristique. Vous avez aimé Kunz à Versailles, vous avez applaudi les Chinois à l'aéroport de Toulouse, vous allez adorer la privatisation de l'île de la Cité. Alors les dessins de ce projet futuriste sont glaçants. Seul détail enquiquinant, les 22 hectares de l'île de la Cité sont protégés par de nombreuses contraintes réglementaires et classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors là, on respire, et bien pas vraiment, parce que maintenant, c'est la peu réactive Madame Azoulay qui est la directrice de l'UNESCO. Le très réactif M. Macron, lui, a vite préparé une loi d'exception pour accélérer la reconstruction de Notre-Dame, déroger au Code du patrimoine, s'affranchir des procédures en vigueur pour les monuments historiques sur un site qui n'en compte pas moins de 35, jusqu'à prendre ses distances avec le Code des marchés publics. Le rapport concluait à l'époque qu'un tel projet n'a aucune chance de voir le jour. Là, on se demande bien pourquoi un rapport fut commandé. Aucune chance de voir le jour, sauf événement inattendu et improbable autorisant le bouleversement d'un des sites les plus protégés de France. Comme les incendies attendus et probables font bien les choses. Alors, normalement, des lois interdisent de faire n'importe quoi, mais elles sont malmenées depuis des décennies. On aime ou pas les colonnes de Buren, c'est pas le sujet, mais c'en est un de les faire financer par le budget de restauration du Palais Royal. Et là, de très mauvaises habitudes ont été prises. La France a signé la Charte de Venise, et ce traité international impose la restauration des monuments historiques dans leur dernier état connu. Alors évidemment, l'esthétique de la flèche est primordiale, son matériau, le plomb, toxique, non, évidemment. Exit la Charte de Venise et la flèche du XIXe siècle, alors en pleine restauration. Il faut une flèche New Look, en cristal ou lumineuse. Les projets les plus fous se multiplient, avec un toit en verrière ou végétalisé, la première cathédrale écolo. Et pourquoi pas un restaurant panoramique. Opportunistes et arrivistes rêvent de se faire un nom sur les poutres calcinées, comme ces promoteurs qui font fortune grâce aux providentiels incendies de forêt. Moderniser Notre-Dame est qualifié d'audace respectueuse, autant dire un viol respectueux, détruisant la double identité d'une cathédrale qui est en cela exceptionnelle. Notre-Dame est gothique, ça tout le monde est à peu près au courant, mais elle est aussi un chef-d'œuvre de l'architecture romantique grâce à Viollet-le-Duc, qui a été le génie d'une véritable recréation du Moyen-Âge. C'est l'équivalent en architecture de ce qu'ont fait les Anglais avec l'invention du genre littéraire fantasy, qui ressuscite un Moyen-Âge fantasmé. Et le chef-d'œuvre de ce genre sera Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Personne ne dirait qu'il faut jeter Tolkien aux orties, parce que les éléments du Moyen-Âge repris et retravaillés par Tolkien ne sont pas strictement historiques. Il se trouve des ignares pour dire la même chose de Viollet-le-Duc. Enfin et surtout, à l'époque de Viollet-le-Duc, le christianisme avait encore de beaux restes. Une vieille notion, aujourd'hui complètement périmée, Dieu, irriguait encore une partie de la vie sociale.
Même les incroyants pouvaient toujours créer dans cet ADN. Or c'est fini, le temps des cathédrales est clos. Tout ce qu'on peut faire, c'est les étudier, les restaurer au plus juste, pour comprendre leur legs. César, dans son discours, l'a bien marqué. Il a vu les écrivains rêver. Comment? Je ne sais pas, on les a vus. Mais il n'a en aucun cas signalé les croyants qui ont prié, eux, pourtant devant les caméras. Donc c'est une omission qui vaut signature. Il arrive à Notre-Dame la même chose qu'au fétiche océanien à l'époque des surréalistes. Breton et ses amis étaient fascinés, mais vraiment, sincèrement, par ces œuvres du bout du monde au contexte culturel et religieux mal connu. Donc, des objets vides, vacants, disponibles. Et c'est pourquoi la journaliste de LCI Le Soir du Drame s'est offusquée que, je cite, les catholiques continuent de s'approprier Notre-Dame. C'est normal, si l'objet est considéré comme vacant, il appartient à celui qui s'y projette avec le plus de force. Et Notre-Dame fascine ceux qui se voient déjà en bâtisseurs du Moyen-Âge, pensant qu'une cathédrale est un logiciel comme un autre à mettre à jour périodiquement. L'architecte Jean Nouvel dit à la fois que la flèche de Viollet-le-Duc fait partie des choses intangibles de la cathédrale et en même temps que la sédimentation étant dans l'ADN de l'édifice, je cite, « une couche de plus peut exister. Désolé, une cathédrale est autre chose qu'un bassin de sédimentation. Vous imaginez un compagnon du Moyen-Âge fier d'en rajouter une couche. Claudel disait de Notre-Dame qu'elle était une personne. » Alors pourquoi faut-il un grand geste patrimonial, j'ai bien dit patrimonial et surtout pas architectural, pour sauver Notre-Dame? Ce sera l'objet de ma seconde intervention.